Yeah, it's hard to really know what to expect. I haven't played a match since January, like a real match. And I have, been able to play a couple exhibitions, which I think actually helped a lot, but it's still like different. It's still like not exactly a real tournament. So, I just didn't want to like kind of set any expectations. I was like, look, I'm going to go try my best. It could be awful. It could be okay. Whatever happens, I'm going to just try and just stay super focused and just hang in there no matter what. So that was kind of my mentality going into it. But Eugénie Bouchard, de retour sur le sentier de la victoire. Nicolas Richard, comment vas-tu? Quand Eugénie va, tout va. Moi, Alex, tu le sais comme moi. Alors, Eugénie qui fera partie de notre plan de match aujourd'hui. Coupe Rogers également, ça a été la semaine de la Coupe Rogers. On va en parler. On va aussi parler du US Open. Il y a du tennis live qui s'est joué la semaine passée aussi à Palerme. Tennis Canada qui annule des tournois. C'est un peu dans la foulée de tout ce qui se passe dans le reste du monde. Beaucoup d'éléments intéressants à parler cette semaine. Es-tu prête, Nico? Oh que oui, lance-moi l'intro. Ça. Yes! OK, oui, on est parti, on est en voiture. Passez une belle semaine? Ouais, pas trop mal. Température idéale pour aller frapper quelques balles aussi. Il a fait chaud un petit peu, mais bon, on s'en plaindra pas avec l'été qui passe toujours trop vite. Alors, toujours idéal pour frapper des balles. Mais, belle semaine, mais ça aurait été encore une plus belle semaine si la Coupe Rogers avait eu lieu. J'imagine que tu es du même avec moi. On serait en ce moment même en pleine Coupe Rogers, puis ça m'attriste énormément de même pas pouvoir aller au stade déjà cette année. Ouais, mais ça, moi aussi, c'est tellement un bel événement, puis c'est tellement, pour moi, c'est l'événement dans l'été. Oui, il y a la F1, tout ça, mais la Coupe Rogers, pour moi, il y a quelque chose d'absolument spécial. On aura l'occasion d'y revenir plus en profondeur. On en parlera dans quelques minutes. Mais avant, je voulais qu'on parle d'Eugénie Bouchard, qui a remporté son premier match officiel sur un tournoi dans un tournoi de la WTA, voilà. Dans la clip qu'on a joué en intro, elle disait qu'elle voulait juste, en gros, avoir des bonnes sensations. Mais en tout cas, c'est le cas 6-0, 6-3 contre Kudermetova. Un bon match pour Eugénie Bouchard. C'est le fun parce que ça, on en parlait dans les dernières semaines, on disait, bon, là, c'est positif, ces matchs hors concours-là qu'elle a joué, notamment au World Team Tennis. Alors, visiblement, elle continue sur une bonne séquence. Au moment de faire l'enregistrement, elle a juste fait son match de premier tour. On verra où elle va aller dans le tournoi. Mais c'est certainement positif dans le cas d'Eugénie. En fait, t'en penses quoi, toi, Nico? Ben, non seulement ça, c'est d'autant plus, elle a éliminé la 8e tête de série, Veronika Kudermetova. Donc, c'est pas rien. Quand même, Eugénie, qui est 330e pour le moment, vient d'éliminer la 40e meilleure joueuse au monde. Et d'autant plus que c'était une invitation du tournoi de Prague, donc Eugénie qui ne déçoit pas et qui, mine de rien, retrouve le chemin de la victoire. Tu l'as dit, on en parlait depuis quelques semaines maintenant. On sentait qu'Eugénie était en pleine possession de ses moyens, notamment à la compétition par équipe qui s'est terminée la semaine dernière, le World Team Tennis. Mais là, vraiment, on a la preuve c'est que Eugénie est bien de retour sur le chemin de la victoire, puis tabarouette que ça fait du bien. Comme tu l'as dit, on est en début de semaine, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais quand même, je pense qu'il faut prendre cette victoire-là avec beaucoup d'optimisme. Ouais, je suis d'accord avec toi. Puis, j'espère que ça va être une espèce de série de. Ouais. Comment dire, le début d'une nouvelle série de succès pour Eugénie. Je lui souhaite, en tout cas, c'est une fille qui joue beaucoup depuis depuis la pause. Puis, je souhaite un beau parcours à Prague, en tout cas. Oui, puis non seulement de remporter peut lui donner un peu de confiance, mais d'éliminer une fille qui est extrêmement bien placée au classement. En fait, tu sais, Eugénie, là, la 40e place dans un avenir à moyen court terme, c'est une place qu'elle vise et qu'elle peut assurément atteindre. Donc, de battre une fille de ce calibre-là, je pense que c'est juste une bonne nouvelle pour elle.
sais, c'est sûr que ça va dépendre. Son retour dans un classement qui a plus de sens, c'est sûr que ça va dépendre aussi de à quoi va ressembler l'horaire. Ça se peut qu'il y en ait une autre pause. Là. On ne sait pas, il y a tellement d'incertitudes. Mais s'il peut y avoir une fin de saison, entre guillemets, qui va se rapprocher d'une certaine normalité, ça pourrait être un bon moment pour revenir dans le classement parce que c'est tellement des situations difficiles. Il y a peut-être beaucoup de joueurs qui ne joueront pas les tournois qu'ils joueraient normalement. Eugénie, si elle est sur une lancée, elle va peut-être en jouer un petit peu plus que ce que d'autres vont faire. Alors, peut-être que ça va être un bon moment pour pouvoir grimper dans le classement en vrai fond. Et ça motivera aussi peut-être certains organisateurs d'inviter Eugénie, comme c'était le cas avec le tournoi de Prague. Donc, même si elle ne peut pas se qualifier avec son classement, mais des invitations, surtout une fille comme Eugénie qui attire les foules et qui attire les caméras sur elle, ben, c'est toujours plaisant de l'avoir dans son tournoi. Puis bon, si elle peut le performer en plus, ben, pourquoi pas quelques invitations supplémentaires qui n'étaient peut-être pas prévues. Non, exact. Exact. Bon, on lui souhaite le meilleur pour Eugénie, qui aurait possiblement peut-être joué la Coupe Rogers cette année. Non seulement ça, Eugénie qui, mine de rien, est tout le temps, ben, je dirais pas tout le temps, mais elle a souvent des très bons moments à la Coupe Rogers. Évidemment, l'appui de la foule y est probablement pour quelque chose, mais n'en demeure pas moins que rares sont les éditions de Coupe Rogers où Eugénie était extrêmement décevante. Ben, en fait, là où on était peut-être le plus déçu, c'était peut-être à son pic. Exact. Oui. Quand elle avait joué contre c'est Shelby Rogers, je pense. On s'attendait. C'est l'année de la panne d'électricité. Ouais, on s'attendait à ce que Eugénie connaisse un bon tournoi et loin. Puis finalement, elle s'était fait surprendre à ce moment-là. Fait que, non, et il y a des années où on ne s'attend à rien, comme en 2016, et boum, ça se qualifie jusqu'au 3e tour avec l'appui de la foule. C'est électrisant, le jeu sur le central aussi. Donc, je pense qu'Eugénie, je ne le pense pas, on le sait qu'elle aime avoir les braqueurs virés sur elle. Puis à la Coupe Rogers, c'est une scène extrêmement importante et stimulante pour elle. Donc, de ne pas pouvoir la voir cette année, c'est décevant, surtout si elle avait connu, je veux dire, t'imagines ce qu'elle peut faire à Prague, mais à la Coupe Rogers, je veux dire, ça a été un cadeau du ciel. Là, mais on pense à Eugénie, il y a aussi Bianca qu'on aurait aimé voir sur le circuit pour défendre son titre à la Coupe Rogers, Félix aussi, Denis, évidemment, tous les Canadiens, en fait, Leila qui avait connu un bon début d'année, ça aurait été une semaine incroyable sur le plan tennistique là, au Canada. Mais bon, la pandémie oblige. Qu'est-ce qui va te manquer le plus, toi, de la Coupe Rogers? Mais tu l'as dit, moi, c'est l'ambiance. Parce qu'on dirait que, il y a le dicton, il y a la phrase, il y a le cliché que lorsque, par exemple, le Canadien est en série, la ville vibre, la ville est vivante. Mais je ressens la même chose à la Coupe Rogers. L'exemple le meilleur exemple que je pourrais donner, c'est lorsque Shapovalov jouait contre Nadal. Tu l'as dit, toi, tu étais sur place, je n'y étais pas, mais je peux te dire que même à l'extérieur du stade IGA, tout le monde sur Twitter, sur les réseaux sociaux, mes amis, on se textait, on sentait qu'il se passait quelque chose. La planète tennis au Québec, on sentait qu'à Montréal, quelque chose se passait et c'était le Canadien Denis Shapovalov qui éliminait Nadal. Mais ça, c'est un petit exemple dans la tonne d'exemples que je pourrais te donner qui prouve que la semaine de la Coupe Rogers à Montréal, c'est extraordinaire. Ouais, mais c'est tellement un bel événement. Pas juste sur le plan tennis, pas juste sur le plan des performances sur le terrain en elles-mêmes. Tu sais, c'est aussi tout ce qui entoure l'événement. Puis tu pourrais, je pense, passer une méchante belle journée sans voir un match de tennis. Faites-le pas, là. Tu pourrais avoir une belle journée, juste aller te promener au parc Jarry sans voir un match de tennis parce que il y a plein d'événements, il y a plein de toutes sortes de choses à voir, toutes sortes de choses à faire. C'est un événement qui est tellement bien rodé, tellement bien organisé. Tennis Canada fait un travail incroyable à chaque année. D'ailleurs, je pense que c'est un des tournois qui est très apprécié par les joueurs. Ben oui, non seulement ça, puis aussi, on a parlé notamment à Alexis Galarneau qui nous l'a dit la semaine dernière, l'ambiance à Montréal, elle est unique. Pourquoi? Parce que les amateurs de tennis montréalais et québécois, on aime de plus en plus le tennis, puis on est des gens, on est un peuple d'événements. On est des gens qui aiment qui aiment fêter, qui aiment les rassemblements, qui aiment voir ses champions aussi. On en a connu énormément. Donc, je pense que tous ces éléments-là, une fois réunis,
forme la Coupe Rogers et c'est pourquoi on aime autant cette semaine. Et non seulement ça, tu parlais aussi sur le plan tennistique que c'est pas nécessairement ce qui importe le plus, ou du moins il y a autre chose. J'aborde absolument dans ton sens dans la mesure où c'est un événement très familial. Donc, tu n'es pas obligé nécessairement d'être un grand expert de tennis. Tu peux aller là avec tes frères et sœurs, cousins, cousines, tes enfants, si tes parents. Tu peux passer une journée extraordinaire, soleil, petit 25 degrés, bouteille d'eau à la main, tu passes une journée fantastique et tu te rappelles longtemps. Ah, tu as tellement raison de le souligner, ça, parce que, puis tu sais, je pense au week-end des qualifications qui est appelé le week-end de la famille, puis c'est pas pour rien, parce que c'est vraiment fait sur mesure pour les familles, c'est gratuit, tu peux voir des bons matchs, tu peux croiser les meilleurs joueurs au monde, tu sais. Non, puis même si, bon, pour le grand public, des fois, les qualifications, ça peut être moins intéressant. D'un, dans le cas de la Coupe Rogers, c'est tout le temps intéressant, mais de deux, juste le fait d'être sur le site et de croiser ces grands joueurs-là, c'est incroyable. Tu peux les voir t'entraîner à quelques mètres de toi. Ils passent en kart à côté de toi. Non. Moi, j'encourage toutes les familles à y aller l'année prochaine. Ce ne sera pas cette année, malheureusement, mais l'année prochaine, c'est tellement un bel événement. Puis, même si tu as les grands matchs, quart de finale, demi-finale, finale, déjà, les qualifications, tu as une espèce de vibe incroyable, puis une espèce d'ambiance qui est difficile à égaler. Je pense, en termes d'enthousiasme, peu importe l'événement sportif, il y a quelque chose je sais pas, tu sais, quelque chose de quasiment réconfortant à la Coupe Rogers. On sait recevoir, on sait extrêmement bien recevoir et on a eu la chance en début de saison de parler avec Eugène Lapierre, qui est directeur de la Coupe Rogers. J'ai tellement l'impression, dis-moi si je me trompe, mais que l'édition 2021 sera extrêmement spéciale parce que là, on a sauté une année et j'ai l'impression que les organisateurs vont mettre toute la gomme pour que l'édition 2021 soit superbe. En tout cas, moi, je dormirai pas. Je dormirai pas quelques jours avant. Je vais avoir hâte au retour de la Coupe Rogers. Moi, ce qui va me manquer le plus, ça fait quand même longtemps là, que je le couvre. Là. Je pense que la première édition que j'ai couvert, ça devait être en 2010 pour RDS comme runner. C'est-à-dire que je ne couvrais pas comme journaliste, mais j'allais chercher des invités pour RDS, puis j'allais porter des papiers, tout ça. Mais tu sais, j'étais quand même sur le terrain. J'ai commencé à l'époque dans le domaine, il y a 10 ans, puis je pense que j'en ai pas manqué une depuis sur le terrain. Là. Et puis, tu sais, dans les dernières années, ce qui me faisait triper autant de le couvrir comme journaliste, puis l'année passée, je l'ai couvert en partie pour Tennis Canada, puis ce que je trouvais cool, c'était, tu sais, c'est un rythme fou, OK? La Coupe Rogers, c'est une semaine qui passe à une vitesse complètement folle. Mais je réussissais quand même à prendre des fois 20, 30, 40 minutes pour aller m'asseoir dans les gradins avec un petit café. Puis juste avoir un peu de vent là, sur mes joues, là, puis en soirée, là, avec le soleil qui se couche au loin là, dans le parc Jarry, puis un petit match de tennis, juste entendre le bruit de la balle, là, pour moi, il y a quelque chose d'absolument relaxant là-dedans. Puis je réussissais d'une certaine manière à arrêter le temps dans ce genre de situation-là où je me prenais un 30 minutes, 40 minutes, puis je m'assoyais dans le gradin juste pour apprécier le sport que j'adore. Puis ça, honnêtement, c'est ce qui va me manquer le plus de la Coupe Rogers. Au-delà de l'événement, au-delà des performances, c'est juste de pouvoir arrêter le temps de 30 minutes dans les gradins. Et non seulement ça, nous, on parle évidemment d'un point de vue peut-être plus extérieur en tant que partisan, journaliste, membre des médias, mais j'ai des amis dans mon club de tennis qui aussi ont occupé la fonction de chasseur de balles. Et paraît-il que l'organisation à l'intérieur, c'est impeccable dans la mesure où tout le monde est hyper bien organisé, sympathique, rigoureux et il n'y a aucune personne que je connais qui a été chasseur de balles à qui l'expérience a déplu. Donc, vraiment, non seulement dans le paraître, mais dans l'être, la Coupe Rogers est fondamentalement un tournoi que tout le monde aime. Et je pense que les organisateurs, on l'a vu avec Eugène Lapierre notamment, qui est comme la voix de cette organisation. Je veux dire, même lui était hyper optimiste à ce que le tennis reprenne, puis ne voyait que du positif à la Coupe Rogers, même si elle était annulée à l'édition 2021. Ah, il y a tellement des bons porte-parole Tennis Canada, que ce soit Eugène Lapierre ou Valérie Tétrault, les deux sont incroyables en communication. Les deux font un travail qui est largement au-delà des attentes. Ils sont d'excellents ambassadeurs. Puis pour le tournoi, tu fais bien de le suivre. Et non seulement ça, aussi nos athlètes
parlent avec la bouche de leur canon, notamment avec Félix Bianca. On le dit, on se répète, on ne le répétera jamais assez, mais à quel point, pendant les prochaines années, le Coupe Rogers sera un événement à ne pas manquer. Avec tous ces Canadiens, tous ces Québécois qui vont avoir fait un X sur leur calendrier dans la première ou deuxième semaine d'août pour pouvoir bien paraître à la Coupe Rogers. Et je pense que c'est un des souhaits. Tu sais, oui, évidemment, il y a les grands chelems, il y a les tournois importants, mais je pense que la Coupe Rogers occupera toujours une place importante dans le cœur des Canadiens et des Québécois. Et on est en droit de s'attendre au moins à 1, 2 ou 3 finales 100% canadiennes, j'en suis convaincu. Qui aurait gagné la Coupe Rogers cette année? Autant du côté des hommes que du côté des femmes. J'allais entendu l'autobus comme ça. Ouais, mais c'est une bonne question. Parce que, tu sais, évidemment, on ne peut pas faire abstraction du top 3. Si tu considères que Federer aurait été en santé, quoique Federer et la Coupe Rogers, c'est une histoire un petit peu d'amour-haine, dans la mesure où il n'a pas toujours été super bien paru à la Coupe Rogers. Mais tu sais, cette année, Djokovic avait dit quelque chose. Puis, tu sais, Djokovic sur dur, c'est extrêmement difficile de venir à bout de ce joueur-là. Mais, tu sais, on dirait que non plus, je ne peux pas éliminer facilement Félix et Denis. Parce que Denis sait ce que ça prend pour se rendre en finale de la Coupe Rogers. Il sait comment éliminer les grands champions comme Rafael Nadal. Et même Félix, avec tout le galon qu'il a pris récemment, c'était son moment à lui, la Coupe Rogers, cette année. Difficile de gager contre ces deux Canadiens, mais je pense que Djoko avait ce petit quelque chose dans le début d'année qui faisait qu'il aurait sûrement eu la mesure sur ses autres rivaux. J'imagine aussi que tu es dans cette optique-là, à moins que tu me sortes un nom sorti du feu de Dieu. Là, mais... Ben, en fait, moi, j'aurais de la misère à gager contre Rafael Nadal. Ah ouais, hein? Il a tellement été bon. Il a tellement été bon dans les dernières années. J'aurais de la misère à... On dirait qu'au Canada, tu as raison, tu sais, Djokovic est solide aussi. Là. Au Canada, toujours connu beaucoup de succès, mais j'aurais de la misère à gager contre Rafael Nadal. Ouais. Puis même un certain Alexis Zverev aussi qui aurait pu se faufiler assez aisément jusqu'en finale, là, connaissant le succès qu'il a eu à la Coupe Rogers il y a 2 ans à Montréal, notamment. Là. Mais c'est intéressant parce que, puis on va parler des femmes tout après, là, mais c'est intéressant que tu aies prononcé soit Denis ou Félix ou Milos, même, là, faut pas l'oublier, Milos, là. Tu sais, ça en dit long sur l'évolution du tennis canadien quand, en termes de champion, on dit attention, il faudrait pas exclure nos Canadiens. Tu sais, il y a 7-8 ans, je suis pas sûr, ben là, 7-8 ans, en fait, on a eu une finale, Milos en finale, mais bon, remontons à 10 ans, 10-11 ans peut-être, on n'aurait pas dit ça. Tu sais. Assurément. Assurément. Déjà un bout, la finale de Milos contre Nadal, justement, 2013. Et du côté féminin, tant qu'à y être, évidemment qu'on aurait aimé que Bianca puisse défendre son titre et je pense qu'elle aurait été une rivale féroce pour ses adversaires. Mais cette année, j'avais pas un petit faible, mais je sentais qu'il y avait un petit quelque chose du côté de Simona Halep, elle qui est toujours hyper bonne à la Coupe Rogers, que ce soit à Montréal et à Toronto. Et j'aurais peut-être mis un petit... bon, je ne suis pas un gageur, là, mais j'aurais peut-être mis une petite patte d'ours là, sur Simona Halep pour cette édition aussi. Pas un mauvais choix. Une petite patte d'ours. Oui, mais une patte d'ours, évidemment, pas mélasse, parce que j'aime la vie, évidemment, une petite patte d'ours. Avec une pépite de chocolat. Bien sûr, mais bien sûr. Moi, je pense que Serena l'aurait gagné. Ah ouais, la revanche. Serena. Moi, je vais avoir de la misère à gager contre elle au US Open, honnêtement. Je pense qu'elle aurait pris sa revanche pour gagner la Coupe Rogers. Tu dis ça, puis je ne veux pas t'interrompre, mais je me demande si, puis loin de moi l'idée de réduire à ça Serena, parce que je suis un fan, puis Dieu sait que c'est la joueuse la plus dominante de l'ère moderne, ça, il n'y a aucun doute là-dessus, mais je me demande si, à son âge, après ce qu'elle a gagné, son parcours, sa carrière, elle en a plus derrière elle que devant elle, je me demande si elle a encore Puis peut-être que je me trompe, mais tu sais, le feu sacré du fait que je veux absolument prendre ma revanche, puis je veux montrer au monde que c'est moi la chanteuse. Je ne sais pas si elle a encore ça. Oh mon Dieu, je pense que oui. Je pense plus que jamais. Ah ouais, plus que... Ah ouais? Ben, alors, je pense que le record, sans qu'elle en parle trop, le record de Grand Chelem, elle le veut. Tu sais, c'est à peu près la seule chose qui manque, là. Elle a tout accompli. Puis aussi, je pense que
elle veut pas finir sur une note du genre la joueuse qui a tiré trop sa carrière. Tu sais. Je pense que ça va être une... Ouais, c'est ça. Je pense que ça va être une drive pas si mal, ça, pour elle. Puis honnêtement, je pense qu'il en reste dans le réservoir pour Serena Williams. Puis moi, je pense qu'elle va gagner au moins un autre Grand Chelem. Tu sais, dans les dernières années, elle atteignait quand même les finales de Grand Chelem. Elle les gagnait pas, là, mais elle atteignait la finale. Tu sais, c'est quand même pas si mal. Ouais, c'est pas comme si on parlait d'une joueuse finie qui se fait sortir au premier tour de chaque tournoi. Tu sais. Mais tu parles qu'elle va gagner d'autres Grands Chelems. J'ai une cour pour toi, Alex. Si tu avais engagé une deuxième patte d'ours à partir d'aujourd'hui, qui remportera le plus de Grands Chelems entre Federer et Williams? Serena Williams. Ouais, moi aussi, j'ai cette impression-là parce que je trouve que du moins de mon côté, la parité chez les hommes et d'obtenir un titre est beaucoup plus ardu et difficile que du côté des dames, notamment avec le fait que Serena, c'est la plus grande de tous les temps et elle est dominante, je pense, encore aujourd'hui. Je pense que j'aborde aussi dans ton sens là-dessus. Non, exact. Moi, je pense que, écoute, je ne veux pas sortir Federer de l'équation, mais en plus, je pense que c'est plus compliqué chez les hommes parce que, pas que le niveau est plus relevé, mais que la compétition au sommet est peut-être un peu plus serrée. Assurément. Fait que je pense que pour Serena, sans dire que ça va être facile, là, c'est vraiment pas le cas, là, mais je pense que le parcours est un petit peu plus ouvert du côté de Serena Williams qu'il l'est du côté de parce que, tu sais, bon, regarde, fondamentalement, tu as peut-être les jeunes qui s'en viennent, mais du côté des femmes, tu sais, ce serait qui ton Big Four, mettons? Je pense que Serena est encore là-dedans. J'aurais Naomi Osaka, bien sûr, qui, je pense, remportera le ouais, mais on parle pas d'une fille qui a gagné 17 grands chelems comme Djokovic, comme Nadal. Ou, je ne dis pas qu'il n'y a pas des bonnes joueuses. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des joueuses qui vont gagner des grands chelems. Je dis juste que j'ai l'impression que, pour répondre à ta question, le parcours, en tout cas, le field est un peu plus ouvert du côté des femmes, je pense. Oui, parce que si je me trompe, dites-moi là. Parce que, mis à part, tu parles du Big Four, je regarde le classement actuellement. Mettons, il y a Serena. Est-ce qu'on pourrait mettre, même Alep, là, qui a été dominante au cours des 2, 3, 4 dernières années, est-ce qu'on peut parler d'elle dans un top 4? Mais c'est-à-dire, pas dans la mesure du top 4 des hommes où tu as 3, 4 des plus grands joueurs de l'histoire dans la même génération. Non, chez les dames, on ne connaît pas ça. Parce que Serena, la seule autre, c'est Sharapova, puis elle a je ne sais pas combien, une dizaine de grands chelems et plus de moins que Serena. Non, je pense que l'époque dominante chez les dames, c'est beaucoup plus dans le temps de Monica Seles, etc. Là. Je pense que c'est cette époque-là, je pense que c'est plus dans cette époque-là qu'on peut retrouver les plus grandes. Là, avec Steffi Graf. Comment? Steffi Graf. Aussi, c'est ça. Donc, toute cette époque-là de ces filles-là, je pense que c'est ce qu'on voit aujourd'hui du côté des messieurs. Mais tu as raison, chez les filles, il y a tellement de parité et le classement change tellement souvent et on ne sait pas à quel moment, tu sais, c'est ce qui est pertinent, puis c'est ce qui est excitant du côté du tennis féminin, c'est qu'à chaque tournoi, c'est difficile de prévoir qui peut l'emporter parce que ça peut changer tellement facilement et c'est ce qui est beau du côté de la WTA. Là. Et là, Nico, il y a quelques semaines, toi et moi rêvions du côté des femmes, une finale US Open, Kim Clijsters, Serena Williams. Et pour l'instant, dépendant de comment le tableau va se construire, ça semble possible. On pourrait avoir une finale toute maman, Clijsters, Serena Williams, parce que Clijsters a reçu un laissez-passer pour le tournoi du US Open. Ça a été annoncé cette semaine. Tu veux ajouter là-dessus, mon beau garçon? Je trouve ça chouette que la chasse, on reconnaisse. Évidemment, elle est moins dominante qu'elle l'a été dans le passé, mais je trouve ça chouette du côté du US Open qu'on lui donne une chance de se faire valoir parce qu'elle a pris sa retraite 2 fois, décide de revenir, connaît de très bons moments, même sur le circuit de la WTA, dans les tournois, disons, marginaux là, qui ont lieu depuis la reprise au jeu. Mais Clijsters, je trouve ça très chouette qu'on lui laisse une chance de se faire valoir, surtout dans la mesure où les 14 autres, tu sais, là, bon, il y a Clijsters et aussi Andy Murray qui ont reçu 2 laissez-passer, mais outre ça, les 14 autres joueurs et joueuses qui ont reçu des laissez-passer, ce sont des jeunes espoirs américains. Donc, on laisse 2 places à ces 2
géants du tennis, mais je trouve que c'est particulièrement plaisant. Ouais, ben, je suis d'accord avec toi. Puis, c'est vraiment une bonne chose, je pense, d'inviter Clijsters et d'inviter Andy Murray. Chez les femmes, je pense que Clijsters, c'est une des joueuses, je pense, qui quant à moi, qui est une des plus fun à voir jouer. Puis Andy Murray aussi, c'est tellement un fighter sur le terrain. Puis, il y a quelques années, il annonçait sa retraite ou presque. Là, c'était terminé. Et puis là, il va avoir la chance de peut-être, qui sait, ce serait toute une histoire s'il fallait qu'il remporte le US Open, le premier grand chelem, celui qui l'a finalement rentré dans le Big Four, si on veut. Là, ça a parti aux Olympiques, mais le premier grand chelem qu'il a remporté, ça a été le US Open. Puis moi, je suis content de voir ça. Et la Belge, qui est maintenant rendue à 37 ans, aussi est très à l'aise à Flushing Meadows, elle qui a remporté 3 de ses titres majeurs au US Open en 2005, 2009, 2010. Donc, c'est un terrain qu'elle connaît très bien. Je pense que c'est un environnement dans lequel elle est à l'aise. Elle s'est inclinée une fois en 2003. Je te lance la question, Alex. Contre qui s'est-elle inclinée? Clijsters en 2003, en finale du US Open. Est-ce que c'était Martin Hingis? Non, je te laisse une autre chance. Et si tu as ça, t'es mon héros. Je te construis une statue de plâtre et je la mets devant le stade IGA. 2003. Ouais. Amélie Mauresmo? Non. C'est aussi une francophone. Justine Henin. Bravo. Justine Henin. C'est pas si mal. Pour vrai, c'est pas si mal. Un duel tout belge en 2003. Donc, c'est la seule en finale de Kim Clijsters. Mais je trouve ça très, très chouette qu'elle revienne aussi. Puis tu dis que c'est une fille qui est plaisante à avoir joué. C'est vrai, mais je pense que c'est aussi une compétitrice que les autres joueurs aiment beaucoup. Tu sais, je veux dire, rares sont les personnes qui détestent Kim Clijsters. Ah non, moi, je voudrais qu'elle soit mon amie. Assurément. Je voudrais qu'elle soit mon amie. Puis dans un reportage que j'avais fait avec Val Tétrault, elle me racontait que un de ses plus beaux moments en carrière, c'était qu'elle avait joué contre Kim Clijsters en Australie. Puis elle avait trouvé ça vraiment, vraiment cool. Puis j'en doute pas. Puis elle a encore le DVD. En tout cas, moi aussi, je voudrais jouer contre Kim Clijsters. Peut-être qu'elle aurait eu un wildcard pour Montréal, hein, qui sait. Moi, je pense que si elle est disponible, pourquoi pas. Dans les wildcards, je constate aussi le nom de CC Bellis, Catherine Bellis, qui était un bel espoir américain qu'on voyait très, très gros il y a quelques années. Son développement tarde un peu. Ça nous rappelle un peu à quel point il faut faire attention avec les espoirs et les performances précoces. Tu sais. Mais qui sait, peut-être que son développement ou les grands résultats font connaître sur le tard un peu pour CC Bellis, mais c'était un bel espoir du côté des Américaines, puis j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec elle. Et non seulement ça, je suis heureux parce que lorsque j'ai vu la nouvelle que Murray et Clijsters avaient obtenu des laissez-passer, je me suis dit, mais pourquoi? Je me suis dit, est-ce qu'ils vont moins en donner puisqu'ils vont laisser la chance à des joueurs classés? Mais là, quand j'ai vu que les deux vétérans avaient reçu des laissez-passer, je me suis dit, bon, est-ce que les organisateurs donnent des laissez-passer à des grosses têtes au détriment de joueurs, disons, amateurs ou de la relève? Mais j'étais quand même extrêmement content de voir que des jeunes Américains, 14 au total, auront la chance de jouer le plus gros tournoi majeur en Amérique. Et ça, j'étais franchement content, notamment pour Sébastien Corda, qui est un gars que je suis beaucoup parce que ses deux sœurs aussi jouent sur les circuits de la LPGA. Leur père, qui est un ancien champion de tennis aussi. Donc, content de voir que tous ces Américains, ont un laissez-passer malgré le fait, malgré la pandémie. Parce que, tu sais, le US Open aurait pu les écarter pour laisser place à des plus grosses têtes de séries, peut-être pour attirer plus de clientèle, plus de vues, notamment parce qu'il y a certaines têtes de séries actuelles qui doutent aller au US Open. Donc, peut-être qu'ils auraient été tentés de laisser la place à des joueurs peut-être mieux classés, plus connus, mais je suis extrêmement content que les organisateurs, notamment les USTA, qui donnent la chance à des jeunes joueurs amateurs de faire leur preuve au US Open. Nico? Vas-y donc. Ton intérêt pour Sébastien Corda prouve ton intérêt
passionné pour le tennis parce que je ne suis pas sûr qu'il y a beaucoup de monde qui connaissent Sébastien Corda, 224e au monde américain de 20 ans. Comme je t'ai dit, je l'ai connu, moi, parce que ses deux sœurs, Nelly et Jessica, sont sur le circuit de la LPGA et font très, très bien. Et bon, lorsqu'on les suit un peu, on se rend compte que leur père était champion de tennis aussi. Là, j'oublie son prénom, mais Sébastien Corda, que tu regardes ses statistiques et son parcours, tu te rends compte que non seulement il y a ça dans le sang, de remporter d'être un sportif qui peut aller loin, et tu le suis parce que c'est aussi un excellent joueur de tennis. Je regarde ses résultats, c'est plus un joueur de challenger et de qualification de tournoi majeur. C'est pas un gars que je connaissais en toute honnêteté. Je ne suis pas non plus membre de son fan club, là, mais je veux dire, je sais qu'il a un avenir certain dans le monde du tennis. Là. Son père, c'est Peter Corda, donc un gars qui a gagné. Est-ce qu'il a gagné Former number 2. Il a gagné l'Australian Open, le père de Sébastien Corda, en 1998. En simple et en double en 1996. Donc, ça dans le sang, là, on sait qu'il y a des sportifs dont le père a été champion ou la mère a été une ancienne athlète de prestige et de renom. Ça peut évidemment aider. Mais donc, j'étais content de voir le nom de Corda s'afficher sur les. Est-ce que tu avais ce doute-là, comme moi, que le US Open aurait pu flancher en donnant des invitations à des joueurs mieux classés au détriment de joueurs amateurs, peut-être? Parce que j'avais cette crainte-là au début. Surtout lorsque j'ai vu que Murray et Clasher avaient reçu des invitations. Moi, c'est rare que j'ai vu peu importe le tournoi, là, que j'ai vu un wildcard qui a été donné, que j'ai fait, ben voyons, ça n'a aucun sens. Okay. Mais voici ce qui n'a aucun sens. Par contre, ton nouveau préféré, Sébastien Corda, fan des Bruins de Boston, et là. Mais leur famille est installée aussi au Massachusetts, donc c'est peut-être ce qui explique cette tentation vers l'équipe championne. Mais non, mais sans farce, j'ai hâte de voir je trouve ça toujours cool aussi, puis c'est toujours plaisant de voir des jeunes qui jouent à un tournoi, disons, local. Des Américains qui ont la chance de jouer leur premier majeur au US Open. C'est comme donner la chance à des Canadiens de jouer un petit peu à la Coupe Rogers, donc c'est plaisant. Mais quoique, la plupart des tournois aussi majeurs et des tournois, disons, de seconde mesure, là, donnent souvent des invitations à des joueurs locaux. Là. Donc ça, c'est pas une surprise nécessairement, mais je trouve ça plaisant pour eux qui aient la chance de... On s'entend-tu qu'à ces joueurs-là, il n'y a aucune hésitation. Est-ce que j'y vais, est-ce que je ne vais pas? Là, je vais traverser le pays s'il faut, mais je vais au US Open. Là, c'est sûr et certain. Je pense que peu importe où tu vis, si tu reçois un wildcard pour le US Open, tu y vas en courant ou en marchant, s'il faut. Ou en marchant. Ouais. Écoute, Tennis Canada, ouais, vas-y, continue. Non, mais j'allais faire un lien vers d'autres nouvelles du US Open. Je ne sais pas si tu veux sauter immédiatement sur le. Non, vas-y. En fait, j'allais dire que tu disais que la plupart des joueurs vont y aller en courant, mais il y a certains joueurs de renom qui ont affirmé, qui ont confirmé qu'ils n'allaient pas se présenter à Flushing Meadows. C'est le cas notamment de Rafael Nadal. Donc là, on a Roger Federer et Rafael Nadal qui ont décliné l'offre du US Open. Nadal qui s'est expliqué en disant qu'il ne voulait pas trop voyager pendant la pandémie. D'autant plus qu'avec les nouveaux règlements, on en a parlé il y a 2 semaines, je pense, il pourra conserver ses points. Donc, ce n'est pas une grande perte pour lui s'il décide de faire un trait sur le US Open au détriment de tournois en Europe, notamment celui de Roland Garros qu'il remportera pour une 37e fois. Mélange pas les gens. Il ne se rendra pas à 37. En tout cas, s'il serait à 37, je vais tomber en bas de ma chaise, ça, je peux te le garantir. Je vais te donner 4 par bourse s'il serait à 37. Mais bon, tu sais, Nadal qui a déjà 4 victoires au US Open, 2010, 2013, 2017, 2019. Tu sais, Nadal, souvent, ça a été considéré, comme la plupart des joueurs espagnols et européens, comme des joueurs de terre battue. Et le US Open, jusqu'en 2010, c'est un petit peu sa bête noire, mais là, lorsqu'il l'a remporté, je veux dire, il l'a remporté 4 fois dans la même décennie. Là, donc, il n'y a plus aucun doute. Puis Nadal, à chaque fois, tu l'as même dit toi-même d'entrée de jeu, c'est un prétendant très sérieux à chaque début de US Open. Ah ouais, non, c'est vraiment pas juste un joueur de terre battue, là, c'est vraiment même pas, c'est un des meilleurs joueurs toute surface. Il est de loin le meilleur joueur de terre battue de l'histoire, mais au-delà de ça, tu peux pas être considéré comme possiblement le meilleur joueur de l'histoire puis pas gagner sur d'autres surfaces. Il les a tous gagnés, c'est pas compliqué. Et heureusement, il y a notre Bianca Andreescu qui a confirmé, du moins qui a placé son nom sur la liste des joueuses présentes. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Elle ne l'a pas confirmé. Mais c'est de bon augure. Là. Si son nom habituellement est sur la liste des joueuses présentes, là, c'est pas mal une confirmation.
Pareil pour Félix, Denis, Vachek, Leila et Miloš aussi. Donc, je suis très content que Bianca puisse défendre son titre à Flushing Meadows. Moi, je vais attendre qu'elle ait les 2 pieds sur le terrain avant de célébrer. Je pense que ce serait du genre à... Ben, tu sais, Nico, c'est la championne en titre du tournoi. Je te dis pas qu'elle n'est pas inscrite parce que elle est en forme et qu'elle va jouer. Là. Je te dis pas que c'est pas ça qui va arriver, mais pour moi, l'inscription, je l'ai vu tellement de fois dans toutes sortes de tournois, des joueurs inscrits à des tournois, puis finalement décliner. Oui, je comprends, mais là, dans ce contexte-ci, je me dis, tu as déjà pris la décision, les nouvelles normes du côté, en fait, en ce qui concerne les règles sanitaires, je veux dire, ça a déjà été annoncé. C'est la championne en titre. Elle veut jouer au tennis, elle veut se remettre en selle, elle veut peut-être aussi tester son genou aussi. Donc, je pense que, en tout cas, du moins, on ne sait pas, on n'est pas dans le secret des dieux, il faudrait demander à elle et à son entraîneur Sylvain Bruno, mais je pense que c'est de bonne augure. Là. Je verrais mal pourquoi elle se rétracterait au dernier moment, surtout que ça commence dans quelques semaines à peine. Disons que c'est mieux d'avoir le plus de noms sur la liste pour attirer l'attention. C'est évident. C'est comme ça. Le plus de gros noms sur la liste, le mieux c'est pour chaque tournoi, je vais dire ça comme ça. Puis je lui souhaite d'être en forme et de jouer. Juste que moi, je vais attendre de l'avoir les 2 pieds sur le terrain avant. Et tu dis ça, tu parles de grosses têtes, mais il y a quand même Svitolina et Bartens aussi qui ont décliné, qui ont confirmé qu'elles n'iront pas au US Open. Donc là, ici, on parle de la joueuse positionnée au 5e rang et au 7e rang. Donc là, tu regardes dans le top 10, là, les seules joueuses qui ont confirmé leur participation, c'est Bianca, qui est pas nécessairement confirmé, mais qui a montré de l'intérêt. Tu as Osaka qui a confirmé. Et on a Serena Williams qui est toujours en attente, mais on peut penser qu'elle y sera. Là. Mais quand même, tu as juste 3 filles qui ont comme confirmé qu'elles y allaient dans un top 10. Là. C'est pas beaucoup. Là. Simona Alep, elle est encore en décision aux dernières nouvelles. Chez les hommes, par contre, vraisemblablement, je pense que Novak va être là. Ce serait mon feeling. Aux dernières nouvelles, s'entraînait sur dur. J'ai l'impression qu'il va être là. Ça va être une occasion peut-être parfaite pour lui d'aller chercher un titre du Grand Chelem et de se rapprocher de Federer. Tu sais, le tableau est ouvert pour Novak, là, s'il se pointe au US Open. Tu sais, ça va peut-être être la plus belle walk in the park de sa carrière pour remporter un Grand Chelem. Tu sais. Mais tu dis ça, mais on dirait que je ne serais pas prêt à parler de... Évidemment que ces 2 rivaux éternels n'y seront pas. Là. Donc pour ça, évidemment que la tâche sera peut-être plus simple, mais tu sais, je veux dire, si Tsitsipas y est, si Zverev y est, si Medvedev y est, on dirait que je ne parlerai peut-être pas de walk in the park là, pour Novak. Évidemment que ce sera plus facile si Nadal et Federer n'y seront pas. Mais tu sais, on a vu de la manière dont Tsitsipas et Zverev se sont comportés à mon tournoi préféré, le Ultimate Tennis Showdown. On dirait que j'aurais plus tendance à... Ouais, on dirait que le titre de Novak n'est pas nécessairement acquis d'entrée de jeu. Là. En tout cas... Non, mais il n'y a jamais rien d'acquis d'entrée de jeu, mais ces gars-là, ils seraient là pareil si Nadal et Federer y étaient, là, ils ne seront pas. Puis de toute façon, la façon dont Novak a joué depuis le début de la saison, s'il avait commencé, avait bien commencé finalement, là. Et puis, c'est le joueur dominant des dernières années. Alors, moi, j'aurais de la misère à gager contre Novak au évidemment, mais tu sais, je regarde de la manière dont Tsitsipas et Zverev ont joué depuis le retour au jeu. C'est impressionnant. Là. Je veux dire, Tsitsipas et Zverev sont dans 2 zones qui sont dures à ébranler. Là. Je vois mal comment ces 2 gars-là pourraient s'effondrer au US Open. Ben oui, mais en même temps, Novak est tellement de coche au-dessus des autres. Ah non, c'est sûr, c'est évident. Mais je pense pas qu'on peut se parler de walk in the park pour le moment. Attendons de voir peut-être le premier tour, là, comment les joueurs se comportent, parce que je me demande à quel point ça sera compétitif. Parce que j'avais des craintes, notamment en ce qui a trait au retour de la LNH. Là, et j'ai été vraiment surpris de la qualité de jeu et de l'intensité. C'est comme s'il n'y avait pas eu de pause, mais j'ai hâte de voir dans un tournoi majeur comment les joueurs et les joueuses vont se comporter. J'ai hâte de voir la qualité de jeu et le niveau d'intensité des participants. Ça m'intrigue beaucoup. Oui, on a vu dans certains tournois que bon, la qualité de jeu y est, mais en tournoi majeur, c'est une autre paire de manches. Je suis curieux. Je pense que c'est plus facile dans un sport individuel que dans un sport d'équipe parce que tu n'as pas à synchroniser ou à mettre toute une équipe
à établir une certaine chimie. Tu n'as que toi à te concentrer sur toi-même. Alors, je pense que dans un sport individuel, c'est un peu plus facile de reprendre le rythme que dans un sport d'équipe où tout ne dépend pas seulement de toi. Mais bon, on verra. Moi, je suis pas très inquiet pour la qualité de jeu parce que quand je regarde ce qui s'est fait à l'UTS, par exemple, c'est un niveau de jeu qui était, quant à moi, très intéressant. Puis je serais pas nécessairement inquiet pour un tournoi majeur. Je ne sais pas si tu as vu, il y a les bourses aussi du US Open qui ont été diminuées là, par rapport à l'an dernier. On parle d'un écart d'un peu plus de 3 millions. Là. C'est passé de 57 millions la bourse totale à 53,4 millions. Donc, le gagnant ou la gagnante, au lieu de recevoir 3,85 millions, recevoir 3 millions. Tu vas dire, c'est pas, je veux dire, 3 millions, je veux dire, c'est plaisant comme somme. Là, je veux dire, mais ça baisse, la bourse baisse pour les demi et les quarts de finale. Mais il y a une augmentation, et ça, c'est bien pensé du côté du US Open. Il y a une augmentation pour les bourses en ce qui a trait pour les victoires au premier tour. Donc, on passe de 58 000 à 61 000 $. Donc, on en a parlé abondamment pour des joueurs et des joueuses moins bien classés, pour qui un tournoi majeur peut changer une année, même une carrière. Cette augmentation-là est très appréciée. Ouais, c'est une bonne chose, honnêtement. Puis, tu sais, je pense que ça fait longtemps que les joueurs le savent, là, que tu peux... en bas de l'échelle, en bas de l'échelle, c'est toujours embêtant de dire ça, mais pour le top 100 mondial, c'est le 300 000 de plus que le gagnant reçoit, ça fait peut-être pas une grande différence, mais le 4, 5 000, 6 000, 7 000, 8 000 de plus que peut recevoir un 128e joueur mondial, ben, ça fait peut-être toute la différence pour lui. T'sais. Alors, une meilleure redistribution des bourses, effectivement, c'est bien pensé. C'est normal que la bourse totale diminue un peu aussi, c'est compréhensible dans les circonstances. On dirait que tu parles de circonstances. On dirait que je serais content que ce soit, mettons, le 97e joueur mondial qui gagne le US Open. Je sais pas. On dirait une petite. On dirait que je serais content qu'un joueur de la relève mette la main sur 3 millions. Tu sais, une joueuse pareille, mais je pense pas que ça arrive malheureusement. Parce que, ça serait. On dirait que je serais pas content. Tu sais, mettons, un Sébastien Corda qui remporte 3 millions, là, je veux dire, bien investi. Là. Ben, le 97e joueur pour l'instant, c'est Alejandro Davidovich Fokina. Bon, ben, je lui souhaite Alejandro de remporter le titre. Tu peux partir de ta page fan club à l'instant. Ça ferait toute une histoire, en tout cas, s'il gagnait le US Open. Ou c'est un Espagnol, fait que peut-être qu'il ne sera pas là. Ouais, peut-être. Alejandro Davidovich. Que Brenda Fourcova pourra faire des tiennes. Hey, mais au 93e rang, tu as Vasek Pospisil. T'aimerais pas mieux que ce soit le 93 qui remporte le US Open? Oh, ben, tant qu'à y être, un peu de chauvinisme n'a jamais tué personne. Oui, un Vasek, là, même que lui serait un... Non, pour vrai, ouais. Mais tu sais, Vasek, j'ai hâte de voir aussi, je suis curieux de ce qui arrive à Vasek parce qu'il avait tellement bien commencé l'année que là, cette pause-là, je ne sais pas si ça lui a coupé le momentum, sûrement, mais il était tellement bien parti, on était tellement rempli d'espoir pour Vasek. C'était phénoménal comme début d'année pour le Canadien. Ouais, non, exact. Parlant de Canadien, Tennis Canada a annulé quelques tournois jusqu'au 31 octobre. En fait, tous les tournois jusqu'au 31 octobre. C'est sûr que c'est pas une situation idéale, mais en même temps, ça va de soi. Je pense que c'était la bonne décision à prendre dans les circonstances. Oui, non seulement ça, c'est pas moins de 30 tournois, toutes catégories et niveaux confondus qui ont été annulés depuis le début de la pandémie. Donc, tu sais, pour certaines régions, certains tournois, certains comités, c'est extrêmement coûteux comme perte. Tu sais, dans la nouvelle annulation, là, si tu veux, il y a 4 tournois québécois qui ont été affectés. On parle de la Coupe Leblanc à Repentigny, qui est au niveau ITF Junior. On a l'ITF World Tennis Tour Junior de Montréal. On a le Challenger Banque Nationale de Saguenay, niveau ITF. Et le championnat canadien de tennis en fauteuil roulant Birmingham, qui devait se tenir au stade IGA aussi. Donc, pour ces 4 tournois-là, ces quatre comités-là, je veux dire, c'est une perte, mais en même temps, on n'avait pas le choix de... Si on annule la Coupe Rogers, on n'a pas le choix d'annuler aussi ces tournois de peut-être deuxième ordre. Ouais, je pense pas que la Coupe Leblanc, c'est à Repentigny, par contre. C'est dans le coin de Québec. Ah oui, t'es sûr? Parce que sur le site de la Tennis Canada, c'est marqué Repentigny. Mais enfin, bref, la Coupe Leblanc qui est annulée. C'est à Québec? Ben là, tu me prends au dépourvu, mais ouais, il me semble que c'est pas Repentigny. Mais ça se peut que ce soit Repentigny.
Je n'ai pas toutes les connaissances. Là. Tu me prends un peu au début. En même temps que dans le communiqué de Tennis Canada, évidemment, mon but, c'est pas d'induire tout le monde en erreur. Club de tennis Victoria, Québec. Eh bien, je me rétracte et je vous lance mes 1000 excuses, mon cher camarade, pour cette bourde. Mais enfin, il y a 4 tournois au Québec qui ont été annulés dans cette vague d'annulation majeure au tennis. Puis c'est plate parce que c'est tellement dans les petites villes, ces tournois-là, que ce soit des tournois Challenger ou des tournois juniors, c'est tellement des beaux événements. Que ce soit, bon, tu parlais de Repentigny, le tournoi des internationaux de Repentigny, c'est tellement un beau tournoi, même si c'est des juniors, c'est tellement le fun de voir du tennis de haut niveau en plein air comme ça. Et puis, que ce soit les challengers comme le challenger de Granby, c'est du niveau de tennis incroyable. Le monde en a aucune idée. Là. Tu peux penser que c'est un challenger, mais le niveau de tennis est tellement relevé. Et puis, non, je suis déçu pour les communautés puis pour les fans de tennis qui se déplacent pour aller voir ces tournois-là parce que c'est des méchants beaux tournois qui coûtent presque rien. Là, ça coûte presque rien aller voir ces tournois-là. Puis c'est tellement décevant pour ces communautés-là, puis les petites villes, puis pour les joueurs aussi. Tu sais, c'est particulièrement les joueurs canadiens. Tu sais, souvent ils font le circuit Challenger au Canada, puis tu as la chance de jouer devant tes partisans pendant 2 mois de temps, peut-être là, quand tu fais la série Montréal, Granby, Vancouver, etc. Là. Alors, non, à tous les niveaux, c'est vraiment dommage, mais malheureusement, on vit dans une époque où comment dire, la situation est tellement particulière que c'est des choix qui s'imposent par eux-mêmes. Et non seulement ça, c'est des tournois où tu peux te comparer. On pense à des gars comme, on en parlait avec Alex la semaine dernière, puis avec Félix. C'est dans ces tournois-là que ces gars-là se développent et peuvent se comparer aux autres joueurs, à leurs rivaux juniors qu'ils affronteront au niveau professionnel aussi. Donc, c'est pour les amateurs de tennis, pour les villes, mais aussi pour les joueurs, c'est triste de ne pas pouvoir te développer à ton plein potentiel dans ces tournois qui sont d'une extrême importance dans le parcours. Mais tu as tellement raison, c'est des tournois tremplins en plus pour ces joueurs-là. Au-delà de jouer chez toi, c'est des méchantes belles expériences pour ces joueurs-là pour continuer de se développer puis d'affronter des joueurs de leur niveau. Non, mais tu as raison. Oui, tu voulais parler aussi, là, pendant qu'on parle du tennis canadien, là, Félix qui a fait un passage chez nos amis anglophones. Là. Ouais, j'invite les gens à aller écouter ça, le podcast Matchpoint Canada, qui est notre grand frère anglophone. Ils ont eu Félix Auger-Aliassime comme invité. Ils ont parlé de sa progression, de sa nouvelle notoriété. Ils ont parlé de hockey également. Puis on a profité pour lui souhaiter bonne fête parce que c'était sa fête cette semaine. Oui. Né le même jour que le grand maître suisse, quand même, c'est pas banal. Ben non. Fait que bonne fête Félix. On est bien fiers de toi, puis on espère continuer à te voir évoluer comme ça. Et puis, non, c'est ça. Je suis bien content. Je vous invite à aller voir écouter l'entrevue de Félix et le podcast Matchpoint Canada avec Ben Lewis et Mike McIntyre. Nico, on a des personnalités qui sont nées le jour de ta fête? Oh, j'en ai aucune idée. Moi, je ne vais pas me vanter, c'est pas ça mon but ici. C'est le vlog pour toi. Moi, le 10 octobre, il y a Shane Doan qui est né le 10 octobre. Je ne veux pas rendre jaloux personne, ancien capitaine des Coyotes de Phoenix. Ce sera tout pour moi. Merci. Je vais représenter le Canada. Je pense que ça pourrait être... je vais te donner le mot de la fin, Nico. On va faire presque 50 minutes. Ça a été la semaine de la Coupe Rogers. Je sais que Tennis Canada a préparé plein de trucs pour vous cette semaine. Alors, restez à l'affût des médias sociaux. Tennis Canada, leur site web également. Ils ont préparé toutes sortes de trucs. J'ai vu un reportage passer notamment sur les grands moments de la Coupe Rogers. Je vous invite à aller voir ça sur toutes les plateformes de Tennis Canada et de la Coupe Rogers. Nico, oui, monsieur. On se reparle la semaine prochaine, mon beau garçon. Okay, merci pour tout. Bon tennis, Alex, et bon tennis à tous et à toutes. Bye-bye.